Un policier ment pour faire condamner un adolescent noir, puis la défense du garçon choque toute la salle d'audience. Les lourdes portes en chêne de la salle d'audience s'ouvrirent en gémissant sous leur poids, et Jamal Hayes, 17 ans, entra. Ses poignets étaient enchaînés, le métal froid mordait sa peau, rappel constant du système qui avait déjà décidé de son sort avant même qu'un seul argument n'ait été présenté. Son visage restait inexpressif, soigneusement contrôlé, mais ses yeux brûlaient de défi, scrutant la salle d'audience bondée, observant chaque visage venu assister à sa chute. Les journalistes s'alignaient au dernier rang, leurs stylos grattant fiévreusement sur des blocs-notes, les appareils photo cliquaient alors qu'ils capturaient l'image d'un adolescent noir jugé pour meurtre. Les policiers se tenaient en formation rigide près de l'entrée, leurs uniformes impeccables, leurs expressions indéchiffrables. Les politiciens occupaient les premiers rangs, murmurant entre eux, échangeant des regards silencieux. Ce n'était pas juste une affaire comme les autres, c'était un spectacle. Un procès-spectacle, soigneusement orchestré pour le public, destiné à rappeler que le pouvoir reposait toujours entre les mains de ceux qui avaient conçu le système pour qu'il ne fonctionne que pour eux. Le procès de l'État contre Hayes était devenu la dernière obsession de la ville. Le fils d'un riche homme d'affaires abattu de sang-froid et l'accusé. Un gamin du mauvais quartier, arraché à la rue et jeté dans une salle d'audience où les murs semblaient se refermer, l'étouffant sous le poids de ce qui allait arriver. Les preuves étaient assemblées contre lui. Une confession, signée et cachetée, présentée comme une preuve irréfutable de sa culpabilité. Des témoins qui étaient soudainement apparus, leurs histoires étrangement alignées, leurs déclarations correspondant au récit de l'accusation avec une précision trop parfaite pour être vraie. Et puis il y avait le témoignage du détective Thomas Riker, l'enfant chéri de la police, un homme dont le nom à lui seul avait du poids dans les cercles juridiques. C'était le genre de policier qui n'avait jamais perdu un procès, dont la parole au tribunal valait parole d'évangile. Jamal n'avait pas sa place ici. Il le savait. Son avocat, Damien Cole, le savait aussi. Damien avait accepté l'affaire contre toute logique, sachant exactement à quoi il s'attaquait. Ancien avocat commis d'office, il avait passé des années à défendre des clients que le système avait balayés avant même qu'il n'ait eu la chance de s'exprimer. Lorsqu'il avait lu le dossier de Jamal pour la première fois, les incohérences du rapport de police étaient flagrantes, impossibles à ignorer. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Pas dans un cas comme celui-ci. L'accusation n'avait aucun intérêt pour la justice, seulement pour clore le dossier le plus rapidement et le plus proprement possible. Et avec Robert Langford, le procureur de district lui-même, menant l'accusation, Damien savait que ce procès avait déjà été décidé bien avant que le premier élément de preuve ne soit présenté. Langford s'avança, son costume impeccable, sa voix portant une autorité expérimentée qui commandait la salle. Il s'adressa au jury avec la confiance d'un homme qui savait qu'il s'adressait à un public soigneusement sélectionné pour voir le monde comme il le voulait. Des professionnels conservateurs, leurs expressions déjà figées dans un scepticisme silencieux, leurs yeux se tournant vers Jamal avec le même jugement prudent qu'ils pourraient porter à un serpent enroulé. Ce n'était pas un jury composé de ses pairs. C'était un jury conçu pour s'assurer que l'histoire racontée ne soit pas interrompue, qu'aucun doute ne s'insinue, qu'aucune fissure ne se forme. Il a parlé de violence, de meurtre de sang-froid, d'une jeune vie interrompue par un acte de brutalité insensée. Il a dépeint Jamal comme un tueur avant même qu'une seule défense n'ait été prononcée, avant même que Damien n'ait eu la chance de se lever et de contrer le récit qui était élaboré avec une précision minutieuse. Il a parlé d'Ethan Caldwell, la victime, un jeune homme prometteur issu d'une famille puissante, abattu dans ce qu'il prétendait être un vol qui avait mal tourné. Puis il a tourné son regard vers Jamal, sa voix baissant, son ton empli d'un mépris répété, alors qu'il annonçait au tribunal que l'accusé avait déjà avoué. Damien s'est assis, silencieux, son expression indéchiffrable. Il savait ce qui allait suivre. Dès que l'accusation présenterait son dossier, le détective Riker monterait à la barre. Et quand il le ferait, le poids de ses mots serait impossible à ébranler. La présence de Riker dans la salle d'audience était déjà une déclaration en soi. C'était un homme qui imposait le respect,
une figure construite par des années de victoire soigneusement cultivées, par des convictions qui avaient cimenté sa place au sein du département comme l'un des officiers les plus intouchables de la ville. Il se déplaçait avec l'aisance d'un homme qui n'avait jamais été remis en question, dont l'autorité n'avait jamais été contestée. Et quand il parlait, c'était avec la confiance douce de quelqu'un qui sait exactement comment mentir et le faire passer pour la vérité. Les aveux avaient été obtenus légalement, dit-il, sa voix calme, inébranlable. Jamal avait admis être présent sur les lieux, avait donné des détails que seul le tueur pouvait connaître. Il n'y avait eu aucune coercition, aucune pression. L'accusé avait parlé librement, avait signé sa déclaration de son plein gré. Il n'y avait aucun doute, aucune place pour la discussion. Le jury acquiesça. Damien savait que c'était un mensonge. Jamal avait été détenu pendant des heures sans représentation légale, interrogé jusqu'à ce que l'épuisement lui fasse perdre la raison, jusqu'à ce que les menaces lui forcent la main. Il avait signé un document qu'il n'avait même pas compris, une déclaration remplie de détails qui lui avait été fournie, pièce par pièce. Mais prouver cela dans cette salle d'audience, devant ce juge, le juge Wallace, un homme dont les décisions avaient toujours favorisé les forces de l'ordre, était presque impossible. Et puis il y avait la vidéo manquante, l'élément clé de preuve qui avait disparu avant d'être vu. 2 semaines auparavant, Damien avait reçu un tuyau anonyme. Un magasin près de la scène du crime avait tout filmé, avait surpris le vrai tireur en train de fuir, avait enregistré la seule preuve qui pouvait démonter le dossier de l'accusation. Il avait à peine commencé à l'obtenir que la nouvelle éclata. Le magasin avait brûlé pendant la nuit, réduit en cendres, son propriétaire introuvable. Un incendie avait été jugé comme un accident, une tragédie sans rapport avec l'affaire, une coïncidence que l'accusation refusait de reconnaître. Mais Damien ne croyait pas aux coïncidences. Pas dans des cas comme celui-ci. Il avait passé des années à observer le fonctionnement du système, à voir comment la justice était tordue et pliée pour s'adapter à ceux qui détenaient le pouvoir. Le timing de l'incendie, la disparition soudaine des preuves, la façon dont chaque pièce de cette affaire s'était mise en place de manière trop parfaite, ce n'était pas un hasard. Quelqu'un avait voulu que Jamal porte la responsabilité. Quelqu'un avait veillé à ce qu'aucune preuve ne vienne remettre en cause l'histoire qu'ils avaient soigneusement construite. Et maintenant, alors que le procès avançait, que Riker quittait la barre, que le dossier de l'accusation se consolidait à chaque instant, Damien savait que ce contre quoi il se battait était bien plus grave qu'une simple condamnation injustifiée. Ce n'était pas juste une affaire, c'était quelque chose de plus grand. Et s'il ne découvrait pas pourquoi, s'il ne découvrait pas la raison de ce mensonge soigneusement construit, alors Jamal ne serait jamais libre. En coulisses, des forces puissantes étaient à l'œuvre. L'affaire contre Jamal Hayes ne concernait pas simplement la justice ou le crime, c'était une question de contrôle, de pouvoir, de s'assurer que certains noms restent intouchables, tandis que d'autres sont écrasés sous le poids du système. Damien Cole le savait dès le moment où il avait pris l'affaire en charge, mais plus il creusait, plus la toile devenait emmêlée. Chaque document qu'il découvrait, chaque appel téléphonique qu'il suivait, chaque piste qu'il suivait tard dans la nuit le menait à une vérité inébranlable. Ce procès n'avait rien à voir avec Jamal. Il s'agissait d'autre chose, de quelque chose de plus grand, et la véritable raison derrière tout cela était enfouie sous des couches d'influence, de corruption et de mensonges soigneusement orchestrés. L'inspecteur Riker avait toujours été une étoile montante du département, mais son ascension fulgurante défiait la logique. Il avait reçu 2 promotions au cours des 3 dernières années, chacune à la suite d'une condamnation majeure, chacune liée à des affaires qui semblaient trop propres, trop parfaites. Aucun inspecteur n'avait gravi les échelons aussi rapidement sans de puissants soutiens. Et plus Damien regardait, plus il devenait clair. Riker n'était pas juste un autre flic faisant son travail, c'était un homme préparé pour quelque chose de plus grand. Son nom a été murmuré dans des cercles au-delà des forces de l'ordre, dans des endroits où les décisions étaient prises à huis clos, dans des salles remplies d'hommes qui ne se salissaient jamais les mains, mais tiraient toutes les ficelles. Au centre de tout cela se trouvait le procureur Robert Langford, un homme qui avait passé des années à consolider sa position, à gravir les échelons vers un avenir qui le verrait siéger au poste de gouverneur. Ses ambitions n'étaient pas secrètes, pas plus que sa réputation de conclure des accords avec ceux qui pouvaient assurer son ascension.
Ces relations étaient profondes, se tissant dans la machine politique du sénateur Victor Holloway, un homme qui avait les yeux rivés sur la Maison-Blanche, un homme qui comprenait que garder l'élite de la ville heureuse était le seul moyen de garantir un chemin sans contestation vers le pouvoir. Et puis, il y avait Ethan Caldwell, la victime, le jeune homme dont la mort avait tout déclenché. Son père, Richard Caldwell, était un magnat de l'immobilier milliardaire qui avait la mainmise sur tous les grands projets de développement de la ville. Il avait construit un empire non pas par son travail acharné, mais par son influence, en tirant parti des relations avec les fonctionnaires de la ville, les forces de l'ordre et les politiciens de haut rang pour s'assurer que ses intérêts ne soient jamais menacés. Et maintenant, cette même influence était exercée dans cette salle d'audience, dans les coulisses, dans des conversations chuchotées et des directives intraçables, pour s'assurer que peu importe les preuves présentées par Damien, le récit resterait intact. Damien avait passé des nuits à démêler les fils, à traquer les lignes invisibles qui relièrent ces hommes. Il avait retracé des appels téléphoniques qui menaient à des numéros jetables, avait suivi l'argent qui disparaissait sur des comptes privés, avait passé des heures à reconstituer des transactions qui reliaient Riker à quelque chose de plus grand, quelque chose de caché dans l'ombre. Ce qu'il avait découvert lui avait fait froid dans le dos. Riker avait reçu des paiements, pas directement, pas de manière à pouvoir être facilement retracé, mais par l'intermédiaire d'une société de sécurité privée ayant des contrats à la fois dans le domaine de l'application de la loi et de la surveillance d'entreprise. Une société qui, Damien le réalisait, avec une horreur croissante, était directement liée à l'empire immobilier de Caldwell. La même société qui avait accès aux flux de surveillance de toute la ville. La même société qui pouvait s'assurer que les images de sécurité disparaissaient lorsque cela était nécessaire. Les images de la caméra de sécurité disparues avaient-elles été effacées volontairement? La réponse était évidente. La question n'était pas de savoir si les documents avaient été effacés, mais de savoir qui les avait ordonnés. Alors que Damien était assis à son bureau ce soir-là, les yeux rivés sur les preuves qu'il avait rassemblées, l'épuisement lui tenaillait les lèvres. Il n'avait plus beaucoup de temps. Le lendemain, il devait appeler un témoin clé, la seule personne qui s'était présentée en affirmant avoir vu ce qui s'était réellement passé la nuit où Ethan Caldwell avait été assassiné. Un sans-abri, un visage oublié dans une ville où il n'y avait pas de place pour des gens comme lui, mais un homme qui s'était trouvé près de la scène, qui avait vu le vrai tireur, qui avait accepté de témoigner. Il n'avait rien à gagner à parler, mais il avait accepté, avait dit à Damien qu'il ne pouvait pas laisser le gamin tomber pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Maintenant, cet homme était mort. Son corps avait été retrouvé sous un pont, le rapport mentionnant une overdose comme cause, une conclusion tirée trop rapidement, trop facilement. Le lendemain matin, la salle d'audience bourdonnait de murmures lorsque la nouvelle se répandit. Une autre coïncidence, prétendrait l'accusation. Une perte tragique, mais finalement sans rapport avec l'affaire. Damien serra les dents en les écoutant avancer comme si de rien n'était, comme si la seule personne qui aurait pu faire voler en éclats leur affaire n'avait pas été réduite au silence de la manière la plus prévisible imaginable. Il sentait l'affaire lui glisser entre les doigts. Il avait besoin de quelque chose de grand, quelque chose d'irréfutable, quelque chose qu'il ne pourrait pas enterrer. Puis, juste au moment où la séance de la journée touchait à sa fin, un colis arriva à son bureau. Il n'y avait pas d'adresse de retour, aucune inscription sur l'enveloppe à l'exception de son nom, écrit en lettres grasses et précises. Il hésita un instant avant de l'ouvrir, ses doigts parcourant le contenu avec une urgence éprouvée. À l'intérieur, une clé USB, pas de notes, pas d'explication, juste la clé. Damien expira, brusquement, brancha son ordinateur portable et regarda l'écran s'allumer. Les images étaient granuleuses, prises sous un angle qui suggérait qu'elles provenaient du système de sécurité d'un bâtiment voisin. Pas du magasin qui avait brûlé, mais d'un autre endroit à proximité, une caméra qu'ils avaient dû rater en effaçant les preuves. L'horodatage correspondait à la nuit du meurtre. La rue, la même où Ethan Caldwell avait été abattu. Et puis il l'a vu. Pas Jamal Hayes, pas un adolescent effrayé qui avait passé les dernières semaines à se battre pour sa vie dans une salle d'audience conçue pour l'écraser, mais un homme différent, un homme blanc, d'une trentaine d'années,
le visage partiellement obscurci par le lampadaire vacillant, mais ses actions étaient indubitables. Il l'appuya sur la gâchette. Ethan Caldwell tomba, et debout à quelques mètres de là, observant, sans bouger, sans s'arrêter, l'inspecteur Thomas Riker. Le cœur de Damien battait fort. C'était ça. C'était tout. Il avait la vérité entre les mains, l'unique élément de preuve qui pouvait démonter le dossier de l'accusation, qui pouvait révéler le réseau de corruption qui avait transformé ce procès en rien de plus qu'une mise en scène. Mais la vraie question, celle qui rongeait les bords de son esprit, alors même que l'adrénaline le submergeait, pourrait-il faire admettre cette preuve comme preuve avant que le système ne l'enterre? Le lendemain matin, Damien entra dans la salle d'audience avec le poids de tout ce qu'il avait découvert sur ses épaules. Sa mallette lui semblait plus lourde que d'habitude, même si ce n'était pas le cuir ou les documents qu'elle contenait. C'était la clé USB, la preuve irréfutable qui pouvait démonter l'affaire et révéler la pourriture qui avait empoisonné le système de l'intérieur. Il avait passé la nuit à se préparer, à passer en revue tous les scénarios possibles, tous les tours que l'accusation pourrait utiliser, toutes les décisions que le juge pourrait utiliser pour le bloquer. Il avait joué au jeu d'échecs dans sa tête encore et encore, anticipant la façon dont ils essaieraient d'enterrer la vérité. Mais même en réfléchissant à toutes les possibilités, il ne pouvait s'empêcher de penser qu'ils étaient déjà devant lui. Il savait. Langford savait, Riker savait, même le juge Wallace, qui avait gardé son masque impartial tout au long du procès, semblait le savoir. Damien le sentait dans l'air, la tension tacite alors qu'il entrait, son regard parcourant la pièce. Les yeux étaient déjà braqués sur lui. Ils l'observaient. Ils attendaient. Langford était assis à la table de l'accusation, calme, posé, ses doigts tapotant légèrement contre le bois poli. Sa confiance était inébranlable, son expression indéchiffrable. Riker était dans sa position habituelle, sa posture détendue, un bras drapé sur le dossier de sa chaise, comme s'il se prélassait au lieu d'être assis dans une salle d'audience où la vie d'un jeune homme était en jeu. Il y avait quelque chose dans la façon dont il regardait Damien, quelque chose de suffisant, une lueur d'amusement dans ses yeux bleus froids. Il le mettait au défi d'essayer. Les doigts de Damien se resserrèrent autour de la poignée de sa mallette, tandis qu'il se dirigeait vers la table de la défense, son expression soigneusement composée, ne trahissant rien. Il avait répété ce moment. Il s'était préparé pour le moment où il se tiendrait devant le tribunal, présenterait les images et regarderait tout voler en éclats, l'affaire, la crédibilité de l'accusation, la réputation intouchable de Riker. Mais alors qu'il cherchait ses notes, le juge Wallace s'éclaircit la gorge. Avant de continuer, le tribunal a été informé d'un développement. Sa voix était égale, mesurée, mais il y avait quelque chose en dessous, quelque chose d'étrange. Une décision avait déjà été prise. Damien le sentit avant même que les mots ne quittent la bouche du juge. La dernière requête de la défense pour introduire de nouvelles preuves a été rejetée. Un murmure parcourut la salle, des murmures bas se propageant comme une vague parmi les spectateurs. Damien sentit son pouls s'accélérer, la frustration silencieuse et rampante cédant la place à quelque chose de plus aigu. Il se leva avant même de s'en rendre compte, ses mouvements rapides et contrôlés, bien que sa mâchoire se serrait alors qu'il essayait de garder sa voix égale. « Votre honneur, je n'ai même pas encore présenté les preuves. » Le juge Wallace poussa un soupir lent et délibéré, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il ajusta ses lunettes, jeta un œil à ses papiers, puis leva les yeux vers Damien. « Les images ont été obtenues par des moyens non autorisés et sont donc irrecevables. » Les mots lui portèrent l'effet d'un coup de poing, un coup que Damien avait anticipé, mais qui le toucha profondément. Il savait avant même qu'il ne pénètre dans la salle d'audience. La décision avait déjà été prise bien avant cet instant. Il pouvait le voir dans la façon dont Langford réagissait à peine, dans la façon dont il se contentait de s'adosser à sa chaise, les bras croisés, l'expression douce et satisfaite.
Il pouvait le voir dans Riker, qui ne faisait même pas semblant d'être surpris, qui laissait simplement le coin de sa bouche se soulever en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui contenait la même suffisance qu'un sourire. Cela avait été planifié. Ils attendaient qu'il passe à l'action et maintenant ils l'avaient arrêté, avant même qu'il ait eu la chance de jouer. Le système lui avait claqué la porte au nez et s'il n'agissait pas vite, il la verrouillerait. Damien serra les mâchoires, expira brusquement et força son pouls à se stabiliser. Il voulait qu'il panique, qu'il se couche, qu'il se rassoie et accepte la défaite. Mais il n'avait pas fini. Pas encore. Il inspira, mesuré et calmement, puis redressa sa posture avant de s'adresser à nouveau au tribunal. « Votre honneur, je voudrais rappeler l'inspecteur Riker à la barre. » Le changement dans la salle fut subtil, mais immédiat. La table de l'accusation s'immobilisa. Les doigts de Langford, qui tapotèrent légèrement contre le bois, s'arrêtèrent en plein mouvement. L'expression de Riker vacilla. Juste une seconde, juste assez longtemps pour que Damien le voie. La plus légère trace d'hésitation, le calcul momentané. Mais ensuite, cette confiance disparut, remplacée par son indifférence habituelle, et il revint tout aussi vite. La salle d'audience se tut. Le juge Wallace hésita, les lèvres entr'ouvertes, comme s'il allait objecter, mais il n'y avait aucune raison valable de refuser la demande. Il hocha la tête brièvement, faisant signe à Riker. Le détective repoussa sa chaise, lentement, délibérément, comme s'il faisait plaisir à Damien plutôt que de suivre les ordres. Il se dirigea vers la barre des témoins avec la même confiance inébranlable, celle que seul un homme qui avait passé des années à être protégé par le système pouvait avoir. Il prêta serment sans même jeter un coup d'œil au jury, puis s'installa sur la chaise, sa posture détendue, sans inquiétude. Damien s'avança, ses mouvements précis, contrôlés. Il fouilla dans sa poche, sentant le poids du petit appareil qui s'y trouvait. Le plan de secours, l'assurance, la seule chose dont il n'avait pas tenu compte. Il le sortit, le petit enregistreur tenant facilement dans la paume de sa main, sa surface fraîche contre sa peau. « J'ai là une conversation », commença-t-il, la voix ferme, entre le détective Riker et une source inconnue, obtenue légalement auprès d'un lanceur d'alerte au sein du département. Personne ne parla. L'air changea. Damien appuya sur lecture. La voix de Riker emplit la pièce, claire, sans équivoque, le ton décontracté, comme s'il discutait d'un désagrément mineur plutôt que d'une affaire qui pourrait ruiner des vies. L'enfant n'a pas d'importance. L'affaire doit être classée. Silence. Puis, une deuxième voix, quelqu'un de plus bas, plus rude, quelqu'un qui n'était pas présent dans la pièce mais dont les mots avaient tout autant de poids. Et les images? Une autre pause, puis la voix de Riker à nouveau, froide et dédaigneuse. Le genre de ton utilisé par quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que ces mots voient le jour. C'est réglé. Personne ne le verra jamais. Puis, le chaos. Des halètements, des murmures, des voix qui s'élèvent, des corps qui bougent sur leurs sièges. Les spectateurs ont éclaté. Les journalistes se sont précipités pour prendre des notes. Leurs mains volent sur les pages. Leur téléphone déjà levé pour enregistrer les retombées. Le jury a réagi, certains échangeant des regards écarquillés, d'autres restant assis, raides, absorbant ce qu'ils venaient d'entendre. Le juge Wallace a claqué son marteau, appelant à l'ordre, mais il n'y avait plus d'ordre à maintenir. L'expression de Langford avait changé. Il n'était plus calme. Sa posture était rigide, ses lèvres pressées en une fine ligne, alors qu'il enregistrait le poids de ce qui venait d'être joué. Il se tourna légèrement, son regard se tournant vers Riker, dont la confiance avait finalement craqué. Et Damien? Il se tenait fermement, inébranlable, son regard fixé sur celui de Riker, tandis que le détective expirait lentement, son expression changeant pour la première fois de tout ce procès, pas par amusement, pas par suffisance, mais vers quelque chose de plus proche de la réalisation. Il venait d'être démasqué. Et maintenant, il n'y avait plus d'issue. Le chaos s'installa. La salle d'audience, autrefois scène de tromperie soigneusement orchestrée, s'était transformée en quelque chose d'incontrôlable. Le juge Wallace frappa son marteau avec force, sa voix s'élevant, exigeant de l'ordre, mais la salle avait déjà dégénéré au-delà de son contrôle. La presse,
autrefois silencieuse dans une observation passive, se mit maintenant à bouger frénétiquement, les téléphones décrochés, les appareils photo clignotants, les journalistes se bousculant pour capturer le moment qui définirait le procès le plus scandaleux de la ville depuis des décennies. Les jurés se déplaçaient mal à l'aise sur leurs sièges, leurs visages pâles, leurs regards passant du juge, du procureur et de Damien, comme s'ils attendaient que quelqu'un explique ce qu'ils venaient d'entendre. Les spectateurs chuchotèrent d'un ton pressé et pressant, certains murmurant de l'incrédulité, d'autres alimentés par une fureur lente et croissante qui pulsait sous la surface de l'air vicié et contrôlé de la salle d'audience. Riker était assis, figé dans le fauteuil du témoin, le poids de ses propres mots suspendu dans l'air comme un nœud coulant se resserrant autour de son cou. La confiance, l'arrogance qu'il avait portée tout au long du procès avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid, le calcul, le contrôle des dégâts. Il comprenait ce qui venait de se passer. Les mots, prononcés dans la sécurité de négociations secrètes, avaient maintenant été traînés dans la lumière. Il avait sous-estimé Damien. Ils l'avaient tous sous-estimé. Langford était devenu rigide, ses doigts serrés si fort contre le bois poli de la table de l'accusation que ses jointures étaient devenues blanches. Ses yeux se tournèrent vers le juge, cherchant une bouée de sauvetage, mais Wallace n'avait rien à lui offrir. Même un homme aussi profondément ancré dans le système que Wallace comprenait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas contenir. Pas quand le monde entier le regardait. En quelques heures, l'enregistrement s'est répandu comme une traînée de poudre. Ce n'était plus seulement un drame judiciaire, c'était une crise à part entière. La vidéo a fait le tour d'Internet, d'abord par le biais de messages dispersés sur les réseaux sociaux, puis sur les réseaux d'information, puis à la une de tous les principaux médias du pays. Un détective décoré, filmé, admettant avoir enterré des preuves, un procureur de district de haut rang, impliqué par association, les gardiens dorés de la ville, désormais exposés comme des agents corrompus travaillant dans l'intérêt du pouvoir plutôt que de la justice. À la tombée de la nuit, l'hôtel de ville était assiégé. Les manifestants ont envahi les rues, leurs chants résonnant dans les bâtiments gouvernementaux, exigeant des démissions, exigeant des comptes à rendre, exigeant du sang. Le bureau du maire a publié une déclaration soigneusement formulée, reconnaissant les profondes inquiétudes entourant le procès et promettant de coopérer pleinement à toute enquête. Mais les gens n'étaient pas intéressés par des promesses vagues. Ils voulaient la justice. Au matin, le procureur général n'avait pas le choix. Une enquête officielle fut ouverte, visant Riker, Langford et une liste croissante de noms qui semblaient autrefois intouchables. Des assignations à comparaître furent émises, des dossiers furent saisis. L'agence de sécurité liée à la société de Caldwell était désormais sous surveillance, ses contrats avec les forces de l'ordre étant disséqués par des experts comptables à la recherche de la piste de l'argent. Des rapports firent état d'autres affaires, d'autres condamnations, fondées sur des preuves fabriquées et des aveux obtenus sous la contrainte. Ce qui avait commencé comme un seul procès se transformait maintenant en quelque chose de bien plus grand, de plus profond, quelque chose que les puissants de la ville ne pouvaient plus contenir. À la fin de la semaine, les murs avaient commencé à s'effondrer. Le détective Thomas Riker fut arrêté. Pas discrètement. Pas dans le cadre d'une négociation en coulisses où il aurait pu s'enfuir grâce à un accord soigneusement négocié. Non, sa chute fut publique, brutale, humiliante. Des caméras l'entourèrent alors qu'il était conduit hors du commissariat, menotté, le visage figé dans une rage sombre et silencieuse. Ses collègues ne se précipitèrent pas pour le défendre. Il n'y eut aucune déclaration de solidarité, aucun geste de soutien. Le département avait déjà commencé à se démener pour se préserver. Il fallait un bouc émissaire, et Riker était le candidat idéal. Son nom fut rayé des listes de félicitations, ses dossiers passèrent ouverts, son bouclier d'autorité autrefois impénétrable brisé sous le poids du système même qu'il avait jadis manipulé. Langford resta en place quelques jours de plus. Mais la démission était inévitable. Il n'y eut pas de discours, pas de mise en scène, pas de tentative de se défendre. Il se contenta de démissionner, son avenir politique étant coupé avant même qu'il n'atteigne la résidence du gouverneur. Les hommes qu'il avait autrefois considérés comme des alliés refusèrent ses appels. Les donateurs qui avaient financé ses campagnes coupèrent désormais les ponts, le traitant comme un actif
contaminée qui n'avait plus de valeur. Cela ne s'arrêterait pas avec sa démission. Des inculpations se profilaient à l'horizon, des rumeurs d'accusations de complot et de mauvaise conduite tourbillonnaient autour de lui comme des vautours attendant l'effondrement inévitable. Et Jamal Hayes? Acquitté. Au moment où le verdict fut lu, la salle d'audience expira. Damien sentit le courant d'air autour de lui, le poids qui pesait sur sa poitrine depuis des semaines se soulever, même s'il restait immobile, son expression indéchiffrable. Il regarda Jamal, qui était assis immobile, absorbant les mots qui venaient de le libérer, mais avec une lenteur qui parlait du traumatisme d'avoir passé des semaines dans une cage construite pour lui bien avant qu'il ne pénètre dans cette salle d'audience. Le garçon qui avait été conduit enchaîné n'avait plus de chaîne maintenant, mais les cicatrices qu'elles laissèrent derrière elles prendraient plus de temps à s'estomper. Jamal se tourna vers Damien et, pour la première fois de tout ce procès, ses yeux ne portèrent plus la question silencieuse qui avait suivi chaque mouvement, chaque revers, chaque moment où il semblait que le système allait gagner, la question de savoir si Damien le sauverait vraiment. Damien hocha simplement la tête. Cette bataille avait été gagnée. Mais la guerre n'était pas terminée. La salle d'audience se vida, la presse se déplaçait en essaim, l'histoire évoluait déjà au-delà d'une simple condamnation injustifiée. C'était plus important maintenant. Une histoire qui avait commencé avec une seule affaire mais qui avait épluché les couches de quelque chose de bien plus dangereux. Damien sortit à l'air libre. La ville bourdonnait maintenant de la tempête qu'il venait de déclencher. Les rues étaient vivantes, des voix criaient pour la justice, pour le changement, pour que des têtes tombent. Il aurait dû ressentir du soulagement, de la satisfaction. Au lieu de cela, il n'y avait que le poids froid de la compréhension. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Son téléphone vibra dans sa poche. Il le sortit et jeta un œil à l'écran. Numéro inconnu. Pas de nom, pas d'identifiant, juste un appel entrant. Une hésitation. Puis, il répondit. Une voix basse, égale, avec le genre de ton mesuré qui n'avait pas besoin d'être menaçant directement, il se contentait d'avertir. Tu ne sais pas ce que tu as commencé. Une pause. Un souffle. Puis, calme et définitif. Fais gaffe. La ligne fut coupée. Damien expira, l'air quittant ses poumons dans une libération lente et régulière. Il ne savait pas qui était à l'autre bout du fil. Pas encore. Mais il savait ce que c'était. Une réaction. Un rappel. Il y avait plus de noms, plus de joueurs dans le jeu, plus d'hommes en costume, dans des bureaux en hauteur, dans des bâtiments gouvernementaux, des hommes qui avaient vu ce qui s'était passé et qui réfléchissaient maintenant à leur prochaine action. Parce que Damien n'avait pas seulement démantelé une affaire, il avait ouvert quelque chose de plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il leva les yeux au-delà des flashs des caméras, au-delà des manifestants, au-delà de la tempête de voix exigeant justice. Ce n'était pas fini, ce n'était que le début.